Bonjour, bienvenue dans Extra Life. Pour ce nouveau débat dans Extra Life, nous accueillons sur le plateau Médoc, mais également Alex, et on va aborder une thématique qui fâche un petit peu aussi en ce moment, c'est genre le jeu vidéo japonais. Est-il en mauvaise santé? Et on est bien placé quand même pour en parler, parce que c'est un peu... On est quand même tous plus ou moins d'accord. Hein. Ça va pas super bien. Non, il est pas tip-top. Pourquoi? En ce moment, il est pas tip-top. Il y a plusieurs raisons. Et sur quoi on se base déjà pour dire qu'il n'est pas tip-top? On peut se baser sur éventuellement du chiffre de vente qu'on n'a pas là sous les yeux, à moins que tu aies préparé. Non, j'ai pas des chiffres de vente précis, mais c'est vrai qu'il y a encore quelques années, certains titres dépassaient allègrement le million d'exemplaires vendus, et là on s'aperçoit que c'est moins le cas. Donc qu'au final, on a presque l'impression que les Japonais s'intéressent un peu moins aux jeux vidéo, ou alors différemment. Je sais pas ce que tu en penses. Et puis c'est aussi, on s'en rend compte aussi en allant au Tokyo Game Show régulièrement. Ouais. Et effectivement, ça devient de plus en plus petit. Les 3 hangars maintenant sont devenus 2, puis 1,5. Les stands fusionnent entre eux. Alors c'est devenu Bandai Namco, Square Enix, Sega Sammy. Bon, maintenant il n'y a plus que Sega, mais Koei Tecmo. On les voit tous s'organiser entre eux parce que voilà, il n'y a plus assez de boulot pour tout le monde. Et ça fait toujours un petit pincement au cœur. Et à l'époque, le Tokyo Game Show, c'était un feu d'artifice de jeux incroyables, de trucs qui t'en mettaient plein la vue. Maintenant, il y a toujours des jeux qui en mettent plein la vue, mais on les voit un peu moins nombreux. Ouais. Et pour appuyer ce statement, on peut aussi se baser sur tout simplement les retours critiques de certains jeux qui n'étaient pas tip-top. Les retours sur certaines productions japonaises. Allez, au hasard comme ça, et ensuite je rentrerai plus avant dans cette histoire. Je pense au Front Mission, le dernier, Evolve. Je pense. Tu penses beaucoup à Square Enix? Ouais, je suis désolé, je suis optimiste. Puis même Splatterhouse, Splatterhouse, quand il est sorti en 88, c'était le meilleur jeu du monde. Puis là, le remake n'est pas le meilleur jeu de cette fin d'année, quoi. Voilà. Mais là, ça illustre quelque chose d'ailleurs, ça très bien. Tu cites Front Mission, donc c'est un jeu qui a été développé en collaboration avec le Japon et un studio occidental. Ouais, tout à fait. Et Splatterhouse, c'est un jeu qui a été débuté par un développeur occidental et dont le développement a été repris parce que ça se passait très très mal par Namco Bandai Games. Donc du coup, il y a peut-être un souci également lié à ça, c'est-à-dire que j'ai l'impression que parfois les Japonais ont un peu de mal à travailler avec des studios occidentaux. Ils ont du mal à comprendre ce que les joueurs occidentaux veulent. C'est-à-dire que si le jeu japonais a marché en Occident, c'était par accident. Et au début, ils n'ont pas pensé en se disant « Oh, on va faire Mario, il va être italien pour plaire en Italie. » Non, Mario, il est Mario parce que Miyamoto a dit « Tiens, c'est rigolo, quoi. » Et c'était pas prémédité, tout ça, tous ces jeux japonais qui ont cartonné en 80-90 chez nous. Pour eux, c'était leur industrie et il se trouvait que c'était les meilleurs du monde à ce moment-là. Et nous, on était à la ramasse. Quand on voit des jeux comme Ghouls and Ghosts ou Double Dragon ou Final Fight à la fin des années 80, mais quel studio hors du Japon pouvait faire des sprites comme ça, des animations comme ça, avec une pêche pareille, et même une jouabilité, comprendre, avoir les idées de combo, tous ces mécanismes, ils ont pensé avant tout le monde. Donc, alors nous, on était sur nos jeux sur ordinateur, là, sur Atari, sur Amiga, qui était très sympa, mais Shadow of the Beast, c'était beau, mais... C'était pas très jouable. C'est vrai que le Japon, pour moi, lorsqu'on parle de jeu japonais, pour moi, c'est une école de jouabilité. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont complètement maîtrisé la notion de gameplay, c'est-à-dire de plaisir de contrôler un personnage. Donc on pense à la plateforme, genre avec les Mario, on peut penser aussi au shoot 'em up, avec des titres Cave ou Treasure, on peut penser, il y a plein de jeux. Ils ont inventé par exemple le système RPG, bien sûr. Les vaisseaux qui clignotent quand on tire dessus. Ouais. Et après, quand tu joues sur Atari et que tu tires un vaisseau et qu'il clignote pas, c'est plus possible. Une fois que tu as goûté ça, tu as envie de voir que le vaisseau prend du dégât. C'est con, mais ils ont inventé tout ça. Ouais. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est qu'à l'époque où ils en avaient un petit peu rien à foutre, c'était l'époque où ils étaient les plus forts. Et maintenant qu'ils commencent à s'intéresser sérieusement au marché occidental, on se rend compte qu'ils se cassent de plus en plus souvent les dents de devant sur ce qu'ils produisent. C'est bizarre, ça, quand même. C'est tout le paradoxe. Nous, quand on voit des partenaires japonais qui nous proposent des clips pour nos lives, parfois ils nous disent « Ah, c'est pour la France. Attendez, j'ai des artistes qui chantent en anglais. » Je fais « Mais non, envoyez-nous des artistes qui chantent en japonais. » C'est ça qu'on veut entendre, parce qu'on veut de la musique japonaise. Pour des gens qui chantent en anglais, on ira chercher ailleurs. Et ils ont toujours une idée préconçue de ce que les gens attendent, et ils essaient de l'adapter pour le marché à l'étranger, et c'est pas forcément ce qu'on attend. Et en plus, il y a aussi le problème techno, donc en technologie pure, ils ont un peu de mal, visiblement, enfin c'est ce que j'entends. Alors là, pour le coup, je pense que c'est vraiment lié, on a très souvent, par exemple, en particulier au RPG.
Donc le RPG, c'est un type de jeu qui nécessite la création d'un nombre d'assets hallucinant, que ce soit en termes de personnages, que ce soit en termes de background, etc. En termes de... Bref, tout ça, ça demande en fait des gens qui les fabriquent, tous ces éléments-là. Et en HD, ça demande beaucoup plus de temps, donc du coup beaucoup plus d'argent. Et du coup, la pression est énorme sur les épaules d'un développeur. Il faut que son jeu fonctionne, sinon c'est tout le studio qui est mis en danger. Parce que là, ça a coûté tellement d'argent pour faire le même jeu qu'avant, mais maintenant beaucoup plus cher parce qu'en HD, que ça devient compliqué. D'où peut-être les FF13, le fait que justement le gameplay change, qu'ils essaient de le réadapter pour plaire peut-être aux sensibilités occidentales. Et du coup, ça frustre un petit peu les fans de la série, les joueurs qui ont toujours aimé les jeux japonais faits simplement avec 3 pixels et qui se retrouvent avec des productions certainement hyper belles. FF13 c'est absolument magnifique, mais avec une identité, quelque chose qui a disparu. Alors, il y a un autre truc paradoxal aussi, parce que on était presque parti sur le statement: pour que le jeu vidéo japonais plaise dans le monde, il faut que les Japonais se remettent à faire ce qu'ils faisaient à l'époque. Mais je prends un exemple, celui de la série Front Mission, je reviens dessus parce que le dernier Evolved, il était vraiment très mauvais, donc développé par Double Helix, à qui on doit le malheureux Silent Hill Homecoming aussi. Tu prends une série comme Front Mission, le premier il est sorti, il a fait un carton au Japon. Le deuxième, il est sorti au Japon, aux States, il a bien marché, mais un petit peu moins bien que le premier. Le troisième, il est sorti en France. C'est complètement fou, et aux States aussi, mais il a moins bien marché que le précédent. Et c'est comme ça avec plus il sortait des Front Mission, moins les Front Mission se vendaient. Et pourtant, plus la série augmentait sa fan base, surtout à l'étranger, surtout aux States et un petit peu en Europe. Est-ce qu'ils ont essayé de modifier le gameplay de manière à toucher ce nouveau public? À chaque fois, les nouvelles idées qui venaient dans cette série, elles étaient tout le temps tip-top. Si bien que le Front Mission 5 est sorti uniquement au Japon, parce qu'à partir du 4, ils ont arrêté de sortir ça en Europe, ils ont sorti ça que aux States et au Japon, et le 5, ils l'ont sorti exclusivement au Japon. Et pourtant, le 5, c'est le plus abouti, c'est le meilleur des Front Mission, d'un point de vue tactique, mais aussi d'un point de vue scénaristique. Mais ça, au niveau c'est sûr des que c'est pas le syndrome, l'arbre est toujours plus verte chez le voisin. Ça, j'ai vu beaucoup de gamers, quand le jeu sort en France, ils ont l'impression que c'est trop simple, et ils ont tendance à idéaliser le jeu qui sortira jamais. Peut-être que c'est ça, mais moi, pour avoir joué à tous les FM, je peux vraiment dire que le meilleur, c'est le 5. C'est peut-être pas le cas. J'avais fait d'ailleurs un gros dossier dans un magazine sur Front Mission, et dans Role Playing Game, et où j'expliquais que malgré les titres qui s'enchaînaient et qui étaient de mieux en mieux, ça se vendait de moins en moins bien, et au Japon et à l'étranger. Il y a des trucs, il y a des choses qu'on comprend plus. Au bout d'un moment, je comprends plus. Et je pense qu'il y a aussi autre chose, c'est-à-dire que donc le Japon, genre au début, a créé un certain nombre de genres qui ensuite ont marqué genre la population gameuse du monde entier. Voilà. Et ensuite, il y a des types de jeux qui ont été créés sur les nouvelles consoles, comme ou sur le PC, qui ont apparu sur PC, comme le FPS. Qui sont typiquement occidentaux. Et là, du coup, les Japonais en fait se retrouvent avec ce potentiel marché qu'ils essayent de s'accaparer, mais difficilement. Donc il y a quelques studios qui s'en sortent quand même très bien. On pense par exemple à Platinum Games. Donc ces mecs-là sont très forts. Et peut-être CyberConnect Dessous aussi. CyberConnect également, dans un genre un peu plus le beat'em all, les jeux de combat. Et c'est vrai qu'il y a quand même des contre-exemples qui sont là pour un peu genre. Mais même les Japonais disent qu'il y a un problème. Enfin, il y en a un en particulier. Inafune. Qui est bien connu des services. On regarde les images. Voilà. 去年、デトラジックのパーティーでですね、日本のゲームは死んだということをですね、高々と宣言したらですね、その後ネットで叩かれまくってますけども、今年はどうなのかっていうことをここで語りたいなと思ってます。まだTGS 始まってませんので、僕会場で、日本のゲームを確認しておりません。だからですね、死んだとは言えないんですけど、多分ダメでしょ。 Donc voilà, Inafune, c'est peut-être la seule personne qui a osé dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, parce que ce qu'il dit là, tout le monde le dit. Moi je l'entends sans arrêt, des Japonais, même des journalistes étrangers, enfin chaque Tokyo Game Show, les gens me disent « Ah, c'était mieux avant », et pour une fois, c'est pas tout à fait tort. Ils n'ont pas tout à fait tort, pardon. Le volume, en tout cas, de jeu diminue. Et quand il dit ça, il se fait laminer, tout le monde dit « Ah, c'est un traître à la nation, il n'a pas honte ». Bon, alors que ce genre de petite saillie verbale, quand c'est Steve Jobs, ou Bill Gates, ça passe beaucoup mieux, ils aiment bien se vanner plus aux USA. Je crois qu'Inafune, au-delà de critiquer la santé du jeu japonais, également critiqué en disant genre le Capcom va arrêter de travailler avec des studios occidentaux parce que ça marche pas.
Donc, alors c'est pas curieux. ce qu'il disait dans cette déclaration-là. D'accord. Voilà. Mais Et là, il là- disait non, je suis allé au TGS, il n'y a plus rien, le japonais est mort. Mais nous, Capcom, on va sauver Ouais. le. Bon, c'est. Et donc là, il faut un peu le nuancer, fanfaron, parce mais, que autant certains développeurs japonais, en effet, des éditeurs japonais ont du mal à travailler avec des studios occidentaux, il y a aussi des contre-exemples. Par exemple, ne serait-ce que Capcom, donc ils s'en sont plutôt pas mal sortis avec Dead Rising. Oui. Donc Ouais, même s'il y a ouais. des soucis techniques assez importants. Ouais, des Les soucis temps de chargement, techniques etc. et même au niveau de l'intérêt du jeu, Dead Rising 2, le mode multi, sincèrement, il n'apporte vraiment rien. Le mode Mais il y a coop, Castlevania. tout ça. Mais il y a Castlevania. Donc oui, non, il y a on peut trouver Moi, des je voulais citer contre-exemples. aussi quand même Donkey Kong Country Returns, donc fait avec Retro Studio, c'est juste une petite merveille. On a aussi, mais Nintendo a toujours su, j'ai l'impression, mieux gérer en fait ses partenariats avec l'Occident, parce que ça a créé des séries, genre que ce soit GoldenEye ou Donkey Kong Country, genre assez fabuleuses quoi. Donc il y a quand même des Rare contre-exemples. d'ailleurs, c'était qui ont bossé avec Nintendo au Tout à début, fait, c'était un ouais. des premiers studios C'est un studio occidentaux, anglais, voilà, qui arrivait à faire des jeux à la japonaise, Ouais. et ça faisait pas pitié quoi. Et à l'époque, il y en avait beaucoup des jeux qui essayaient de marcher sur les plates-bandes du Japon, mais qui s'en sortaient pas quoi. Parce que c'est ça, quand un studio occidental essaye de faire quelque chose pour le Japon, c'est compliqué. Et Oui. même d'ailleurs, que ce soit en termes de jeux vidéo, que en termes de consoles aussi. Hein, je veux dire, on a vu Microsoft se casser les dents à plusieurs reprises. Je veux dire, Ils ne y serait-ce que arrivent, hein, quand même. Kinect. Ouais, non, mais Kinect qui demande à ce que tu aies 3 mètres. Non, au Japon, ça passe pas, ça. C'est compliqué. Et c'est d'ailleurs une des choses qu'on peut encore reconnaître aux créateurs japonais et qu'ils arrivent à faire et qui sont les seuls à faire, c'est créer des univers qui se passent dans des pays étrangers pour eux et qui sont crédibles pour des joueurs étrangers. Par contre, trouver un jeu américain ou européen avec des ninjas et des samouraïs qui va être joué normalement par des japonais sans se dire mais c'est bizarre, il n'y en a pas quoi. Enfin, il y en a zéro. Parce qu'on ne peut pas faire ça. Et par contre, alors tu disais oui, parfois c'est un peu limite, c'est vrai, sur l'acting et tout, on sent que ça vient du Japon parfois parce que c'est un peu, je pense évidemment Metal Gear. Oui, ou Ouais, même les anciennes, ouais, les sur Hazard, les et games, tout, on hein, peut prendre mettre des Vanquish, c'est très petites exagéré. Ouais. Tu vois, c'est voilà. C'est pas Mais très fin. Mais... Ils sont quand même capables de le faire Ouais. et c'est pas tout le monde ça. Bon, alors du coup, alors vous êtes inquiet ou pas Moi, je inquiet suis plus que ça? J'aimerais bien qu'il se passe plus de choses quoi. Enfin, voilà. Il faut qu'ils se désintéressent à nouveau, même si c'est compliqué, il faut qu'ils se désintéressent du marché occidental pour refaire des jeux. Mais après, c'est compliqué parce que même pour les Japonais, même si les éditeurs japonais voulaient se remettre à faire des jeux uniquement pour les Japonais, ce serait compliqué parce que le public japonais, il a changé aussi. C'est Ouais. plus les mêmes joueurs. Les gens sont plus forcément sur les consoles de salon, ils sont plus sur les portables, sur les téléphones. Donc, même dans cette configuration, c'est compliqué. Du coup, j'ai l'impression qu'on peut que être malheureux, être triste un petit peu par rapport à ce statement et espérer qu'il y ait des boîtes qui s'en sortent encore un petit peu. Je pense, en termes de RPG, je pense à Atlus, je pense à Nippon Ichi qui est pas très bien mais qui peut encore faire quelque chose avec Disgaea 4. Voilà. Bon, moi, dans mon turf, au niveau du RPG, il y a encore Bon quelques espoir. belles années. Ouais. Ok. Moi j'ai trouvé que c'était joli le retour de Street Fighter 4 récemment. Ouais, c'est vrai. Je me disais, il n'y a plus de jeu de baston. Et celui-là, c'est un vrai, comme à l'époque. Je pense que c'est ça en fait la solution, c'est se reconcentrer en fait sur les gameplays qu'ils maîtrisent vraiment et donc du coup sortir les jeux qu'on attend tous. Et là, ils l'ont pas adouci, quoi. Ils ont fait un jeu Pur. comme il faut, avec les super combos. Ok, bon, on va terminer sur ces quelques notes positives et puis on se retrouve dans un prochain débat, dans un prochain Extra Life.